Jeudi 14 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique. Le nombre de députés de Madagascar a été fixé à 163 selon le rapport du Conseil des ministres adopté hier. Ainsi, le nombre de sièges qui a augmenté de 12 a été déterminé en fonction du nombre de la population de chaque circonscription. Madagascar compte actuellement 120 districts et ce nombre sera déterminant pour les circonscriptions électorales pour l'élection qui aura lieu le 29 mai. Le point avec Sassilva. Si le nombre de sièges à l'Assemblée nationale était de 151 depuis 2019, il passera à 163 lors du prochain mandat, selon la décision prise hier lors du Conseil des ministres. Selon les sources, le nombre de population détermine les nombres au sein de cette institution gouvernementale. Ainsi, si la population est estimée à environ 25 millions d'habitants en 2019, lors des dernières élections parlementaires, on considère désormais qu'un siège ne suffit pas à représenter entièrement la voix des quelques 30 millions de personnes. Ainsi, le Conseil des ministres a décidé que les districts qui constituent les circonscriptions de plus de 310 000 habitants auront chacun 2 représentants et les districts de moins de 310 habitants auront un seul représentant. À cet égard, le nombre de sièges sera augmenté de 12, soit de 163 députés. Les circonscriptions qui compteront de députés à élire pour ce prochain mandat sont Ambatoulimpi dans la région Vaknakarach, Betaf dans la région Vaknakarach, Antirabé 1, Ambalavao, Amatsachambun, Iusi Ayurmbe, Tomasne 2, Manchsar à Sofia, Betiouk, Ambosar Etsim à Anos, Ambilbe, Diana et Antala dans la région Sava. D'un autre côté, si le nombre de districts en 2019 était de 119 depuis la semaine dernière, il est passé à 120 après la séparation des districts d'Ambovumbe et d'Antanmour Atsim dans la région Anjoy. Concernant l'organisation de ces districts, selon la source d'information, un représentant sera élu à Ambovumbe si l'on avait 2 en 2019 et les habitants de la circonscription d'Antanmour Atsim se partageront également un siège. Le Conseil des ministres a également annoncé qu'Antananarive, la capitale, reste composée de 6 districts avec 2 représentants pour chaque district. Les 5 autres districts auront également 2 députés chacun, selon le rapport. Quoi qu'il en soit, aucun district n'a plus de 2 représentants. Rappelons que les élections législatives se tiendront le 29 mai prochain. Et puisqu'on a parlé de sécurité, parlons à présent de sécurité aéroportuaire. Les frontières maritimes et le secteur portuaire comptent parmi les secteurs les plus rentables et sont au centre des relations commerciales au niveau international. Les bénéfices que ces secteurs apportent au trésor public est la raison de l'atelier d'aujourd'hui et de demain, mais aussi pour trouver des stratégies pour renforcer la protection de la zone maritime et des frontières. Un atelier en collaboration avec l'Union européenne auquel participent les ministères des Transports, des Affaires étrangères, de la Pêche et ceux chargés de la sécurité. Reportage sur les images d'Nzara Ranjianso. Le secteur du transport maritime reste un secteur vulnérable et des cas d'irrégularité et de non-respect des normes existent. Or, 90% des échanges commerciaux s'effectuent par voie maritime. En raison de cette vulnérabilité de ce secteur, le gouvernement malgache a renforcé la coopération entre les acteurs maritimes à travers un atelier de 2 jours au ministère des Affaires étrangères où le programme PSP ou Sûreté portuaire et sécurité de la navigation a été mis en œuvre, financé par l'Union européenne à travers la COI ou Commission de l'océan Indien. Il s'agit aussi d'un atelier de concertation pour évaluer la situation et l'ambition des pays bénéficiaires comme Madagascar. L'objectif de cet atelier est justement d'essayer de travailler avec l'ensemble des services au niveau national pour coordonner et avoir une meilleure efficacité multiservice, multisecteur, afin que ce programme de sécurité au port et de sûreté maritime puisse trouver sa pleine efficacité. Donc, comme vous le voyez, dans le programme, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect national et il y a l'aspect, bien sûr, régional. Et pour l'instant, nous sommes venus et nous concentrer sur des consultations nationales concernant le programme. Alors, cela se fera dans chacun des États membres. De nombreux défis attendent encore Madagascar en matière de sécurité maritime, a déclaré aujourd'hui le ministre des Transports. C'est aussi la raison de cet atelier qui a pour but d'échanger des expériences avec des experts dans ce domaine, mais aussi de mettre à jour les lois, les équipements
et bien d'autres domaines. J'espère que de ce déjour sortira des dispositifs ou des énonciations de programmes qui soient clairs et simples à mettre en place. D'abord au niveau de Madagascar et nous verrons après dans les autres pays comment cela se passe. C'est une feuille de route, ça, d'accord? Parce qu'il y a de l'harmonisation, de la coordination à faire en interne, mais aussi après au niveau régional. Cet atelier sur la sûreté portuaire et la sécurité de la navigation, qui a débuté ce matin, durera 2 jours à Anoussi. Y participeront le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Transports, le ministère en charge de la sécurité, le ministère de la Pêche, la douane et tous les partenaires impliqués dans ce domaine. Dans l'actualité économique de ce soir, le CNV ou Conseil national de la vanille détient dans sa caisse 46 milliards d'ariars. Cet argent servira à améliorer la filière vanille malgache à travers la création d'un laboratoire d'essai selon le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il a souligné que les comptes du CNV doivent être totalement transparents. La transparence doit également être mise en œuvre dans les activités du ministère. Je dis Calrin-Générine. Les capitaux amassés dans la caisse du CNV ou Conseil national de la vanille restent intacts, selon le ministre Edgar Azaf-Java. Les opérateurs ont restitué 4 $ par kilo de vanille exportée, ce qui a généré 46 milliards d'ariars. Tout est transparent. Cet argent servira à améliorer le secteur de la vanille malgache, notamment à travers la mise en place du laboratoire de tests de qualité. L'État ne possède pas une telle infrastructure qui aidera grandement les entrepreneurs. De plus, ils ont été en règle en matière de respect des normes. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a souligné que le ministère continuera à promouvoir la transparence dans ce sens. Et l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or représente un danger neurotoxique sur la santé humaine et pollue gravement l'environnement. Madagascar a déjà bénéficié l'appui du Fonds mondial pour l'environnement pour mettre en œuvre le projet Gold Plus. Ce projet a pour but de réduire, voire d'éliminer l'utilisation du mercure dans le secteur extractif d'or à petite échelle ou de façon artisanale. Reportage de Mervoula Sferen et Bras Denilson. Un site d'exploitation d'or à Madagascar utilise à peu près 18 tonnes de mercure par an. Toutefois, l'utilisation de cette substance est considérée comme l'une des activités les plus néfastes pour l'environnement et les écosystèmes, entraînant entre autres des conséquences négatives, la contamination des sols et de l'eau, la déforestation, la perte de biodiversité et la pollution atmosphérique. L'utilisation du mercure dans les pratiques artisanales, pratiques minières artisanales au niveau de certaines régions et globalement sur tout le territoire de la République est une pratique dangereuse en termes de santé publique et qui a des impacts en termes économiques également. Par rapport à cela, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le ministère des Mines et l'ONG, ont formulé un projet financé par le Fonds pour l'Environnement mondial qui vise justement à mettre en place des pratiques plus durables en matière d'extraction minière artisanale au niveau des régions, mais aussi à professionnaliser ces artisans donc du secteur minier au niveau des régions, de manière à ce qu'ils suivent les normes internationales en matière d'extraction et à promouvoir de nouvelles technologies pratiques alternatives à l'utilisation du mercure. Ainsi, le programme Gold Plus sera mis en œuvre dans 4 régions aurifères de Madagascar, dans Ansim Anjefen, Badvav, Bezbouk et Diana, afin de réduire l'utilisation du mercure dans le secteur de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or, en utilisant des alternatives technologiques plus propres et plus vertes. L'impact du projet est de réduire à 5 tonnes de mercure dans l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or à la fin du projet et toucheront près de 600 000 personnes. Il y a des expériences comme l'utilisation du borax qui n'est pas aussi dangereux que le mercure. Il y a l'utilisation aussi des processus de cyanuration. Il y en a d'autres, mais le consultant ira sur le terrain pour trouver quelle est l'alternative qui s'adapte aux gens qui font de leur paillage dans les sites différenciés. Un atelier de lancement du projet Gold Plus Madagascar s'est tenu ce jour à l'Arbi. Ce projet est financé par le Fonds mondial pour l'environnement
à hauteur de 4 971 550 $ pour une durée de 5 ans. Dans l'actualité sociale, les rencontres du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, M. Fidnia Vravouk, avec les partenaires se poursuivent. Aujourd'hui, 2 visites de courtoisie ont eu lieu à Mbuzatu Ambouni avec les représentants de l'Union européenne et de l'USAID. Toujours dans cette optique, le ministère de l'Eau organisera demain une réunion de coordination des partenariats du secteur eau, assainissement et hygiène. Miarvoula Tsira nous en dit plus. L'Union européenne œuvre dans plusieurs projets dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans tout Madagascar, dans le PIA2, la FAFI, surtout dans la région Anjoy et Anos, et la Jirama Tana Water Free, un projet qui est actuellement dans la phase de réponse aux appels d'offres pour la construction de la station de production et de traitement d'eau à Monacoune. Le nouveau programme Pacte Vert a été également évoqué lors de cette rencontre. Il s'agit d'un projet de l'Union européenne visant à l'engager sur la voie de la transition écologique, l'objectif ultime étant d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Entre autres, nous avons discuté de l'avancement de la phase 2 du programme PIA d'assainissement de Tana. Nous avons tout récemment eu l'occasion avec le directeur général de l'Agence française de développement d'aller sur le terrain à Tana pour voir les progrès tangibles de la phase PIA 1. Et puis nous avons discuté aussi du projet Jirama Water 3, qui est un projet très attendu. Et justement, puisque la banque était ici, nous avons pu discuter des conditions d'avancement de ce projet. Et puis nous avons également abordé la mise en œuvre de certains programmes eau, mais dans le cadre du développement rural. Je reviens moi-même d'une mission dans le sud et nous avons pu voir sur le terrain des projets eau dans le cadre des projets de développement rural. Et on anticipe déjà sur les projets futurs, notamment le Pacte Vert qui va prendre la suite dans le sud pour une partie du programme AFAFI Sud et qui aura encore une composante accès à l'eau. Et puis nous avons aussi commencé à discuter d'un projet structurant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement à Tamatave. La coopération de l'USAID avec Madagascar dans le domaine de l'AEH existe depuis longtemps et sera renforcée selon le ministre de l'Eau. 2 grands projets sont inscrits dans cette coopération. Le projet Ranma Arch débutera cette année et durera 5 ans avec un financement à hauteur de 35 millions de $. Il touchera cette région, à savoir les régions Sophie, Bezbuk, Badvav, Idvnan, Antimotsnanan, Anjoy et Anos. Par ailleurs, le projet Diusir pour le développement de l'assainissement urbain à Madagascar est également financé par l'USAID pour un montant de 10 millions de $. Il touche 3 grandes villes, notamment Tuamasin, Feneransu et Mahajang. Ce projet a pour objectif l'éradication de la défécation à l'air libre. Par ailleurs, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène organisera demain une réunion de coordination des partenaires du secteur eau, assainissement et hygiène. Cette réunion vise à optimiser l'utilisation des ressources existantes, identifier les potentielles sources de financement mobilisables et renforcer le système de suivi des activités des partenaires existants. Et cela afin de coordonner les activités liées au secteur eau, assainissement et hygiène et d'harmoniser l'ensemble des interventions et des acteurs autour d'une vision stratégique et politique commune du secteur. Le nombre de touristes en provenance de l'Europe de l'Est a triplé en 2023 par rapport à 2019. Actuellement, Madagascar participe à un grand événement touristique international en Bulgarie pendant 3 jours. La participation à cet événement vise l'exploitation du marché de l'Europe de l'Est. Reportage de Saint-Jessena Mireille. 6 472 touristes en provenance de l'Europe de l'Est sont venus à Madagascar en 2019. En 2023, ils étaient à 19 440. Cette augmentation est due notamment à la stratégie appliquée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec l'Office national du tourisme. Toutefois, l'objectif 1 million de touristes d'ici 2028 se poursuit. Cet événement touristique international en Bulgarie se tient du 13 au 15 mars 2024 avec la participation de Madagascar. Hier,
Hier et aujourd'hui, 1327 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites de la part des médecins militaires de la région Bonglav. Cette mobilisation a été caractérisée par la fourniture d'un soutien sanitaire aux détenus. C'était également l'occasion pour les habitants de bénéficier des services de médecins militaires spécialisés. Reportage de Secha Rangelas. Les consultations et les soins médicaux gratuits dispensés par l'armée malgache se sont poursuivis dans la région de Bonglav par l'intermédiaire de médecins militaires afin de soulager les populations qui n'ont pas la possibilité de consulter. C'était aussi l'occasion pour les habitants de bénéficier des services des médecins militaires spécialisés gratuitement. Le ministre des Forces armées a confirmé que les Forces armées ont pour vocation de protéger, d'aider et d'être proches des populations. Ces consultations et ces soins ont duré 2 jours au centre communautaire de Turun Mandid et s'est terminé aujourd'hui. Au total, 1327 personnes sont venues se faire consulter, dont 347 pour des soins dentaires. Il y a eu également la consultation des mères et des enfants pour soigner diverses maladies qui apparaissent au quotidien. Cet appui médical à Turun Mandid s'est également distingué par le traitement proposé par les médecins militaires aux prisonniers. Cet événement s'inscrit dans le défi des 100 jours lancé par le ministère des Forces armées pour promouvoir le côté humain et surtout apporter un soutien sanitaire aux personnes vulnérables. Dans la page sportive à présent, Raswanev ou Laura, la judokate malgache a remporté la médaille d'or dans la catégorie féminine des moins de 70 kg aux Jeux africains qui se déroulent à Accra, la capitale du Ghana. Hier soir, l'hymne national malgache a résonné lorsqu'elle a battu la Camerounaise en finale. Le point avec Anzara Radonarvelu. Laura Raswanev a de nouveau porté haut le drapeau malgache à Accra, la capitale de Ghana, à l'occasion de la 13e édition des Jeux africains. Elle a remporté la médaille d'or dans la catégorie des femmes des moins de 70 kg. En quart de finale, on pouvait déjà voir la détermination de Laura, car elle a battu l'Égyptienne Magdi Farida avec Ipoun après seulement 35 secondes. Lors de la demi-finale, elle a affronté la Tunisienne Jamour Maram. Elle a obtenu un wazari en seulement 20 secondes du combat et elle a obtenu un autre wazari pour remporter la victoire et aller en finale. Dans cette finale, Laura Raswanev a été pleinement concentrée dans son combat. Elle a de nouveau obtenu un ippon face à son adversaire en 2 minutes et 23 secondes de combat. Cela a été un défi pour Laura d'obtenir ce résultat puisqu'elle n'a pas combattu depuis longtemps. Il y a encore un grand combat qui attend Laura, celui d'obtenir un billet pour les Jeux olympiques. Par ailleurs, 2 autres judokas malgaches participaient à ces Jeux africains, Fecha Ranevarsu dans les moins de 81 kg hommes, qui est tombé dès le premier tour face à Abdoulaye Ibrahim, originaire du Nigeria. Chez les hommes toujours, Louvama Aï, moins de 73 kg, est tombé dès le premier tour. Passons à présent aux actualités internationales. Alors que l'ONU craint une famine généralisée à Gaza, Israël doit faire de l'aide humanitaire sa priorité, a déclaré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. En attendant, le groupe d'activistes israéliens Standing Together tente de faire passer ses propres camions d'aide. Reportage de France 24. Ces activistes israéliens remplissent leurs camions de quelques sacs de farine et boîtes de conserve. Ils ont organisé cette action symbolique pour montrer qu'ils se soucient du sort de la population civile à Gaza. Tout le monde comprend qu'il y a une famine à Gaza. Tout le monde comprend que si la population de Gaza est affamée, les otages israéliens souffrent aussi. La vie normale ne peut pas continuer ici quand une catastrophe advient à 150 km de Tel Aviv. La sécurité et le futur du peuple israélien passent par la fin de la catastrophe humanitaire qui est en cours à Gaza. On est ici à Ashkelon et c'est là que se sont retrouvés les militants de Standing Together. Vous voyez, il y a ce camion qui est arrivé, mais la police a décidé de venir aussi pour escorter ces militants, au moins pour une partie du chemin. Le camion prend la route direction le point de passage de Kerem Shalom. Il est suivi par quelques dizaines d'activistes en voiture. Mais à 3 km de la destination finale, un barrage de police. Les activistes doivent faire demi-tour.
Nous avons été arrêtés par la police qui a mis en place un point de blocage temporaire et qui dit que c'est une zone militaire de quarantaine. On reçoit beaucoup de cris et d'énervement des passants. Ils disent que c'est à cause de nous que tout ça arrive, que nous sommes des traîtres à notre propre pays, qu'on trahit les otages et ceux qui ont été tués le 7 octobre. Car une grande majorité de la population israélienne s'oppose à ces activistes pour la paix. Depuis des semaines, certains vont même jusqu'à bloquer l'aide humanitaire au point de passage vers Gaza. En marge du cortège, ils montrent leur désaccord. Empêcher l'aide d'entrer, ce n'est pas seulement menacer notre futur en tant que peuple ici, mais c'est aussi faire du mal aux otages qui sont là-bas. Je comprends leur colère, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut la montrer. C'est la deuxième fois en une semaine que ces activistes sont repoussés par la police à proximité du point de passage, mais ils disent qu'ils restent motivés, que ce qui est important pour eux, c'est aussi le message, le symbole, et ils recommenceront à nouveau. Et le chef de file de l'extrême droite néerlandaise, Geert Wilders, dont le Parti pour la liberté a remporté les élections législatives en novembre dernier, a déclaré hier qu'il était prêt à renoncer au poste de Premier ministre afin de faciliter les négociations sur la formation d'un gouvernement de droite. France 24 toujours. Il avait obtenu une large victoire aux législatives de novembre dernier. Mais près de 4 mois plus tard, Geert Wilders est finalement dans une impasse politique et ne prendra pas la tête du gouvernement néerlandais. Je ne peux devenir Premier ministre que si tous les partis de la coalition me soutiennent. Ce n'est pas le cas. J'aimerais former un cabinet de droite, moins d'asile et d'immigration, les Néerlandais en un. L'amour de mon pays et de l'électeur est grand et plus important que ma propre position. Le chef de file de l'extrême droite néerlandaise n'a pas su convaincre ses 3 homologues de droite et du centre. Début février, le leader centriste Pieter Omtzigt s'était retiré des négociations, laissant déjà craindre un échec. Et la nomination d'un sénateur pour superviser les discussions n'aura pas suffi à concilier les positions de chacun. Cette impasse pourrait bien ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'experts extra-parlementaires ou de technocrates nommés par les formations politiques. Un exécutif dont Geert Wilders serait écarté. En attendant, c'est Mark Rutte, le Premier ministre sortant, qui assure les affaires courantes. Et Israël va bien participer à l'Eurovision, alors que sa chanson initiale, October Rain, avait été jugée comme trop engagée politiquement en raison de références aux attaques du Hamas du 7 octobre. L'État hébreu a finalement proposé un nouveau titre intitulé Hurricane. Celui-ci a été validé par les organisateurs. Reportage signé France 24. Elle est la candidate de l'État hébreu à l'Eurovision. Salut, je suis Hélène Golan et je suis la représentante d'Israël à cette édition de l'Eurovision et je suis tellement excitée de vous voir tous à Malmö. Mais l'artiste de 20 ans pourrait ne pas y participer. En cause, la chanson qu'elle doit interpréter, intitulée October Rain, elle évoquerait implicitement l'attaque du 7 octobre. Des paroles qui pourraient être considérées comme politiques et donc contraires au règlement de l'UER, l'Union européenne de radio-télévision, organisatrice de l'événement. Si la chanson est jugée inacceptable, Israël pourrait proposer une nouvelle prestation. Mais le ministre hébreu de la Culture menace déjà de boycotter la compétition. L'intention de disqualifier la chanson israélienne pour l'Eurovision est scandaleuse. La chanson d'Israël, qui sera interprétée par Eden Golan, est une chanson émouvante qui exprime les sentiments du peuple et du pays d'aujourd'hui, et n'est pas politique. Plusieurs pays et artistes appellent à l'exclusion de la candidate israélienne pour protester contre la guerre à Gaza. La 68e édition de l'Eurovision se tiendra en mai prochain à Malmö en Suède. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bien reçu de programme sur Viva. À très bientôt. Au revoir.